Elle était encore en vie lorsqu'ils l'ont trouvée, à peine. Sa patte était tordue de manière anormale dans un piège d'acier rouillé, sa fourrure trempée de sang et de neige fondue. Elle ne criait pas. Elle ne bougeait pas, se contentant de fixer les hommes qui s'approchaient avec des gants épais et des coupe-boulons, son corps figé par le choc, ses pupilles dilatées et immobiles. C'était comme si elle avait déjà abandonné son corps, choisissant de se retirer dans un endroit plus profond, plus calme, loin de la douleur. Cela faisait au moins 2 jours. Aucun signe de nourriture, aucun signe de lutte désormais. L'un des sauveteurs murmura, « On a failli la sédater pour abréger ses souffrances. » Mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils ont coupé le piège, l'ont doucement soulevée dans une caisse et l'ont emmenée au centre de réhabilitation pour la faune près de Toulouse, en Occitanie. Ils l'ont nommée Solène. Ce n'était pas parce qu'elle semblait appartenir à une terre chaude et dorée. Pas à ce moment-là. Elle semblait détruite. Sa fourrure était emmêlée de sang séché, sa respiration faible, ses os visibles sous la peau. Mais ils lui ont donné ce nom comme un vœu. Une seconde chance, si elle pouvait la saisir point les premiers jours, elle ne faisait que tenter de s'échapper. Elle lançait son corps brisé contre les parois d'acier de son enclos jusqu'à ce que ses points de suture se rouvrent. L'équipe observait via les caméras, n'osant pas entrer. Elle ne voulait pas de nourriture. Elle ne voulait pas de sécurité. Elle voulait sortir, même si cela signifiait briser tous les os qui lui restaient. Elle ne grognait pas contre les gens. Elle grognait contre le vent, les ombres, contre elle-même. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. Puis elle a cessé d'essayer. Le 5e jour, Solène s'est allongée dans le coin le plus reculé de son enclos et n'a plus bougé. Elle refusait l'eau. Elle refusait les analgésiques. Elle laissait les mouches se poser sur son museau. Elle respirait, mais à peine. Ce n'était pas seulement qu'elle était blessée. Quelque chose de plus profond s'était brisé, quelque chose qu'aucune attelle ou antiseptique ne pouvait atteindre. L'équipe restait silencieuse autour de son enclos, voix basse, mouvement lent. Ils comprenaient maintenant la différence. Ce n'était pas une lynx en voie de guérison. C'était une créature en deuil. Une créature qui avait décidé que survivre n'en valait peut-être pas la peine. Ils ont tout essayé. Des odeurs familières, de la viande fraîche, une musique douce, mais rien ne l'atteignait jusqu'au jour où une seconde caisse est arrivée. Une livraison depuis la Provence. Inattendue, urgente. À l'intérieur se trouvait un autre félin, plus petit, plus étrange. Pas de ces bois, pas de ce continent, et Solène ne l'avait pas encore vu. Il tremblait lorsqu'ils l'ont sorti. Un petit léopard, âgé d'accent grave peine 12 semaines, son ventre marqué de brûlures en voie de guérison, ses yeux ternes d'épuisement. Il ne sifflait pas, ne grognait pas, émettait juste un cri bas, interrogateur, un son sans forme, comme une question sans réponse. Son nom était Léo. Ils l'ont trouvé sur les documents d'expédition lors d'une descente près de Marseille. Il avait été introduit illégalement en France dans un sac de sport, vendu en ligne comme animal exotique. Lorsqu'ils l'ont trouvé, il était recroquevillé au fond d'un placard, affamé et tremblant, enveloppé dans une couverture d'enfant comme un jouet oublié. Il n'aurait pas dû survivre. Ils ont contacté des sanctuaires, des zoos, même des programmes de sauvetage étrangers, mais aucun n'avait de place ou d'autorisation pour accueillir un grand félin non indigène, pas dans son état. Seul le centre de réhabilitation près de Toulouse avait une équipe médicale disponible. Temporaire, disait-il, juste pour le stabiliser. Son enclos fut installé en face de celui de Solène. Pas trop près, juste assez pour maintenir une distance, pour la sécurité. Elle l'a remarqué avant eux. Cela a commencé par un mouvement. Les caméras de surveillance ont capté sa tête qui se tournait, rien de plus. Mais c'était la première fois en plusieurs jours qu'elle réagissait à quoi que ce soit. Ses oreilles se sont dressées vers le son doux et incertain qu'il émettait lorsqu'ils l'ont placé sur une litière chauffée. Elle a crié à nouveau cette nuit-là. Un bruit doux, brisé, brut et petit. Solène s'est levée. Elle n'a pas chargé la grille. Elle n'a pas projeté son poids contre le mur. Elle s'est simplement levée, lentement, tremblante, délibérément, et s'est tournée vers la direction de son enclos. Pendant 5 minutes, elle n'a pas cligné des yeux. Le lendemain matin, elle a mangé. Pas beaucoup, juste quelques morceaux de viande de lapin. Mais après une semaine de famine, c'était assez pour que le personnel se précipite vers les moniteurs, sans voix. Solène gardait les yeux fixés sur l'enclos en face du sien tout le temps. Léo ne pouvait pas encore la voir. Il était trop faible pour explorer, trop occupé à survivre. Mais elle savait qu'il était là. Et quelque part, dans un lieu qui n'avait jamais été un foyer pour aucun d'eux, quelque chose avait commencé. A eu début. Personne n'y croyait. L'équipe a revu les images des caméras 3 fois avant d'en parler. Solène avait été si profondément enfermée dans le silence, si totalement inaccessible, que certains avaient déjà commencé à murmurer la possibilité silencieuse que personne ne voulait exprimer à voix haute.
Elle est partie. Partie comme les animaux s'en vont parfois sans mourir. Se repliant sur eux-mêmes, disparaissant derrière leurs propres yeux. Pas endormie, pas sédatée, mais éteinte. Fermée à tout ce qui pourrait toucher ou blesser. Mais maintenant, elle bougeait. Pas en faisant les 100 pas, pas en s'agitant, mais en observant. Elle gardait son regard fixé sur le petit léopard dans l'enclos en face du sien. Pas de grognement, pas de dents, juste un regard intense et immobile. Un regard qui ne semblait ni agressif, ni réconfortant. Elle est consciente, murmura un bénévole, sans quitter l'écran des yeux. Mais je ne sais pas encore ce que ça signifie. Léo, de son côté, ne l'a pas remarqué tout de suite. Il était trop occupé à survivre. Son monde se limitait à une lampe chauffante, un biberon, et la serviette chaude dans laquelle il se blottissait comme si elle pouvait ramener sa mère. Mais 2 jours plus tard, tout a changé. Léo s'est levé pour la première fois et s'est dirigé, trébuchant lentement, vers le bord de son enclos. Il a reniflé les barreaux, regardé à travers la paroi en plexiglas et s'est arrêté. Elle était là. Solène n'a pas bougé. Léo s'est assis devant la séparation et y est resté. Ils se sont regardés longtemps, sans cligner des yeux. Léo a incliné la tête, a passé une patte à travers l'espace étroit près du sol. Pas assez loin pour toucher, juste assez pour essayer. Les oreilles de Solène se sont rabattues, sa queue a frémi. Un grognement bas a commencé dans sa gorge. Pas à pleine puissance, mais incertain. Les bénévoles se sont figés, mais elle n'a pas chargé, n'a pas sifflé, n'est pas partie. Elle a tenu sa position, chaque muscle tendu, sa respiration faible mais régulière. Elle observait la petite silhouette tachetée en face d'elle comme si c'était quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas. Ni proie, ni menace, juste inconnu. Léo a bâillé. Ce mouvement l'a surprise. Sa patte avant s'est levée d'1 pouce, tendue. Puis, lentement, elle l'a reposée. Le personnel leur a imposé des limites strictes. Pas de session commune, pas de contact, pas de risque, mais ils ont permis aux enclos de rester côte à côte sous surveillance étroite, toujours avec des panneaux d'évacuation en place. Cette nuit-là, Solène n'a pas dormi dans son coin. Elle a dormi près de la séparation. Le lendemain matin, elle a grogné à nouveau, plus fort cette fois, lorsque Léo a pressé son museau contre la couture entre eux. Mais il n'y a eu ni charge, ni violence, juste cette tension constante, comme un fil tendu, vibrant entre prudence et quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. Elle l'observait toute la journée. Le petit s'endormait, s'étirait, roulait, gémissait dans ses rêves. Et Solène restait près. Ce n'était pas du réconfort. Pas encore, mais ce n'était pas rien. Et après tout ce qu'elle avait perdu, son corps, sa liberté, quelque chose de plus profond et invisible. Même cela signifiait presque quelque chose. Les bénévoles ont cessé d'utiliser le mot « sans espoir ». Parce que, même si personne ne pouvait dire ce qui se passait entre la lynx et le bébé léopard, tous savaient que quelque chose se produisait. Léo était plus fort maintenant. Cela ne faisait que quelques jours, mais le changement était indéniable. Il était encore petit, encore sous-alimenté, marchait encore avec une démarche chancelante qui faisait retenir leur souffle au vétérinaire à chaque mouvement. Mais ses yeux avaient maintenant de la concentration. Ses pas avaient un but. Et surtout, il avait commencé à jouer. Pas de manière sauvage et frénétique comme un petit en bonne santé, mais avec des tapes douces et des bonds maladroits sur sa couverture, sa queue, un anneau en plastique. Parfois, il s'arrêtait au milieu et jetait un coup d'œil à la séparation, comme pour vérifier si Solène regardait toujours. Elle regardait toujours. Elle ne grognait plus. Elle ne bougeait pas beaucoup, n'approchait pas la couture, mais sa posture avait changé, n'était plus tendue, ne se préparait plus à une attaque. Elle s'allongeait près de la séparation, la tête basse, les oreilles en avant, respirant lentement et régulièrement. Le personnel prenait soin de ne pas nommer ce qu'il voyait. Il ne voulait pas porter malheur, ne voulait pas en faire une histoire avant que cela ne devienne réel. Mais ils observaient plus attentivement maintenant. Ils notaient l'immobilité du corps de Solène lorsque Léo était à proximité. Comment sa nourriture disparaissait chaque matin. Comment la plaie sur sa patte, bien que toujours à vif, ne saignait plus à cause de ses propres coups. Puis vint la procédure. Les brûlures de Léo, bien qu'en voie de guérison, nécessitaient des soins attentifs. Nouveaux pansements, antibiotiques topiques, thérapie d'hydratation. L'équipe a programmé une session médicale dans la salle d'examen, à 1 heure de son enclos. Ce n'était pas inhabituel. Il avait déjà été sorti, mais toujours sous sédation, à peine conscient. Cette fois, cependant, il était éveillé. Éveillé, alerte et bruyant. Alors que le vétérinaire le soulevait dans une cage de transport, Léo a poussé un cri aigu, perçant. Pas de douleur, pas de peur, autre chose, quelque chose qui ressemblait à une protestation. Solène s'est levée d'un bond. Elle s'est précipitée vers la séparation,
arpentant avec force le bord, le museau pressé contre la couture, sa queue fouettant l'air, les yeux écarquillés. Lorsque Léo a disparu de sa vue, elle s'est retirée à nouveau dans l'ombre, dans son coin. Tout le progrès, le lent passage du désespoir effondré à un calme attentif, s'est dissous en un instant. Elle n'a pas mangé ce matin-là, n'a pas bougé. Quand le personnel s'approchait, elle tournait le visage vers le mur. Ils observaient sa respiration, courte, faible. Sa patte tremblait, ses oreilles s'aplatissaient à chaque bruit dans le couloir. Ce n'était pas de la peur. C'était une sorte d'inquiétude, une attente troublée, comme si un fil fragile qui la maintenait ensemble avait disparu. Quand Léo est revenu, somnolé mais stable, Solène n'a pas approché tout de suite. Elle gardait ses distances, l'observait attentivement alors qu'il était replacé sur sa litière, sa fourrure sentant l'antiseptique et le stress. Il n'a pas joué cette nuit-là. Il s'est enroulé sur lui-même et a dormi, les pattes repliées sous son menton, la queue sur le museau. Solène s'est levée lentement, s'est avancée, s'est allongée, pas tout près de la séparation, mais assez proche. Assez proche pour que son souffle embue le plexiglas entre eux. Elle ne le regardait pas, mais elle ne partait pas. Quoi qu'il ait commencé entre eux, ce n'était pas fini. Cela avait juste fait une pause, retenant son souffle, attendant quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. Les jours se sont étirés, calmes et lents. Léo devenait plus stable sur ses pattes, plus fort dans ses pas. Sa fourrure commençait à épaissir, les plaques chauves sur son ventre s'estompant en un or doux. Il jouait davantage maintenant, des bonds maladroits, des grognements curieux, des tapes légères sur des feuilles soufflées par le vent. Mais toujours, il revenait à la séparation. Cette couture entre leurs enclos était devenue son encre. Après chaque repas, chaque sieste, chaque exploration courageuse de son petit monde, il revenait à ce bord, pressait son corps contre et attendait. Solène commençait à le rejoindre là. Au début, c'était une simple proximité. Elle s'allongeait à quelques mètres, les yeux mi-clos, sans l'acknowledger, mais sans se retirer non plus. Avec le temps, la distance s'est réduite, lentement, sans drame, sans avertissement. Un matin, Léo s'est dirigé vers la séparation et a passé sa patte à travers la fente la plus basse. Solène n'a pas bougé. Puis, elle s'est penchée. Pas un grand pas, pas un bond, juste une lente inclinaison de son corps jusqu'à ce que son museau plane juste au-dessus de sa patte tendue. Elle a reniflé, est restée immobile, puis s'est rallongée, cette fois avec son flanc contre la séparation. C'était la première fois qu'ils se touchaient, même à travers la barrière. Le personnel l'a remarqué immédiatement. Ils n'ont rien dit, mais ils sont restés plus longtemps près de la fenêtre d'observation. Léo, encore bébé à bien des égards, avait commencé à vocaliser. De petits souffles, des murmures doux, pas des cris de détresse, mais le genre de son destiné à être entendu par quelqu'un d'autre, une mère, un frère, n'importe qui. Solène écoutait. Elle ne répondait pas au début, mais elle restait près. Elle ne sursautait plus lorsqu'il bougeait soudainement ou faisait du bruit. Elle ne semblait plus se préparer à la douleur. Ce qui s'était brisé en elle commençait à se transformer, pas à disparaître. Ce genre de blessure ne disparaît pas, mais s'adoucit. Les yeux de Solène ont changé. Ils ne regardaient plus à travers les murs. Ils le suivaient. Quand il jouait, elle regardait. Quand il dormait, elle s'allongeait à proximité, son corps courbé dans la même direction, respirant à un rythme qui correspondait au sien. Les bénévoles chuchotaient entre eux quand ils pensaient que personne n'écoutait. Il a besoin d'elle. Il pense qu'elle est sa mère. Mais il y avait autre chose aussi. Parce que Léo n'était pas le seul à changer. Solène bougeait davantage maintenant. Elle explorait les bords de son enclos, mangeait plus régulièrement, acceptait des traitements brefs et prudents du personnel. Elle ne grognait plus. Ni contre le vent, ni contre elle-même, ni contre le monde. C'était comme si sa présence était devenue un fil cousant ses morceaux ensemble, une boucle à la fois. Elle n'était pas entière. Mais elle n'était plus vide. Et Léo, petit, blessé et seul, lui avait donné quelque chose qu'aucune chirurgie ne pouvait offrir. Une raison de rester. La première fois que Léo s'est endormi, pressé contre la séparation, Solène n'a pas bougé. Elle avait toutes les chances de le faire. Elle était alerte lorsqu'il s'est blotti près de la couture, son petit corps plié, son dos montant et descendant dans un rythme faible. Il s'est niché contre la base du plexiglas comme si c'était chaud, comme si cela signifiait quelque chose, comme s'il lui faisait confiance pour être là à son réveil. Et elle est restée. Les caméras les ont filmés toute la nuit, l'un grand, l'autre petit. Deux silhouettes tachetées allongées dans une immobilité miroir, à quelques centimètres l'une de l'autre, mais séparées par des barrières qu'aucune patte ne pouvait traverser. Au matin, Léo a levé la tête, a cligné des yeux endormis, et a émis un bruit bas, râpeux. Ce n'était pas tout à fait un appel, mais cela l'a atteinte. Solène a cligné des yeux. Puis, lentement, elle s'est levée et s'est étirée,
arquant son dos avec soin, posant chaque patte avec intention. Elle a parcouru le périmètre, jetant un regard par-dessus son épaule juste une fois. Léo l'a suivie de son côté. Partout où elle marchait, il la suivait, imitant ses mouvements comme s'il s'agissait d'un jeu qu'il était le seul à comprendre. Il était maladroit, trop jeune pour bouger avec sa grâce silencieuse, mais il essayait. Pour la première fois en semaine, le personnel a entendu quelqu'un rire. « Elle lui apprend », murmura un bénévole, les yeux écarquillés. Ou peut-être qu'il lui rappelle comment vivre. Ils ont commencé à planifier de courtes sessions supervisées. C'était un risque. Solène était toujours une lynx sauvage, et Léo était un petit vulnérable, un félin étranger sans lien naturel avec elle. Mais les instincts sont profonds, et ceux de Solène avaient changé. La première session fut brève, 10 minutes. Léo fut placé dans un enclos neutre partagé avec des points de sortie pour les deux. Solène fut libérée en second, son corps bas, ses mouvements prudents. L'équipe retint son souffle. Elle n'a pas bondi. Elle n'a pas fui. Elle a marché directement vers lui, a reniflé l'air au-dessus de sa tête, et s'est tenue au-dessus de lui alors qu'il restait immobile sous sa poitrine. Puis elle s'est allongée. Il a grimpé sur son flanc et a posé son menton contre ses côtes. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Et à cet instant, personne ne pouvait dire lequel des deux avait le plus besoin de l'autre point car Léo, abandonné, vendu, orphelin, n'avait jamais connu la sécurité. Pas de quoi que ce soit. Pas de qui que ce soit. Il cherchait la chaleur comme un enfant qui aurait mémorisé la forme de la solitude. Et Solène, battue, brisée, emprisonnée dans la douleur, avait oublié ce que signifiait être nécessaire. Ses blessures guérissaient, mais son cœur était vide. Maintenant, il battait pour quelque chose, pour quelqu'un. Chaque jour, les sessions s'allongeaient. Il jouait par courtes rafales. Il poursuivait sa queue. Elle le laissait faire. Il rampait sous sa poitrine. Elle le laissait dormir là. Si quelqu'un s'approchait trop vite, elle se levait devant lui. Pas agressive, mais solide, présente. Elle était devenue son refuge. Et, en le protégeant, elle commençait à retrouver des morceaux d'elle-même. Pas proie, pas prédateur, pas patiente, quelque chose de plus, quelque chose de vivant. Le ciel s'était teinté de pâleur avec la lumière précoce de l'hiver lorsque la première erreur s'est produite. C'était calme ce matin-là. Trop calme. Une nouvelle arrivée avait été livrée pendant la nuit. Une autre lynx, plus jeune, imprévisible, visiblement agitée alors que la sédation commençait à s'estomper trop tôt. Elle fut placée temporairement dans un enclos adjacent à l'espace extérieur partagé où Solène et Léo avaient commencé leur session supervisée. Cela devait être de routine, temporaire. Mais la grille entre les enclos n'avait pas été correctement verrouillée. Pas ouverte, juste assez lâche pour que le son, l'odeur et la tension s'infiltrent. Léo fut le premier à le remarquer. Comme d'habitude, il s'était dirigé vers le bord, son petit corps trottinant le long de la clôture, le museau frémissant de curiosité. L'odeur était étrangère, plus aiguë, mauvaise. La nouvelle lynx l'a vue. Encore groggy mais réactive, elle s'est jetée contre la séparation, percutant le grillage avec un grognement qui a surpris même le personnel à proximité. Léo s'est figé, incertain, son petit corps s'abaissant instinctivement. Et c'est alors que Solène a bougé. Elle n'a pas bondi. Ce n'était pas nécessaire. Mais elle s'est levée rapidement, chaque poil de son dos se dressant avec un son guttural bas que le personnel n'avait pas entendu d'elle depuis des semaines. Elle s'est placée directement entre Léo et la menace. Son corps s'est raidi, sa queue fouettant, ses oreilles rabattues. Elle a fait face à la séparation, plaçant son corps devant lui comme un mur vivant. Léo s'est pressé contre sa patte arrière. Elle ne l'a pas regardé. Elle n'a jamais détourné les yeux de la lynx au-delà de la barrière. Elle n'a pas grogné. Elle n'a pas arpenté. Elle a simplement tenu sa position et fait comprendre, sans mot ni mouvement, « Tu ne le toucheras pas ». Le moment est passé rapidement. Le personnel a sécurisé la grille défectueuse et a déplacé la nouvelle arrivée dans une autre aile. Mais l'écho de la posture de Solène a perduré. Plus tard, lorsque Léo était allongé contre son flanc, respirant lentement et régulièrement, un bénévole a murmuré « Elle ne réagissait pas. Elle protégeait ». Ils l'avaient tous vu. Solène n'avait pas défendu sa vie lorsqu'elle était prise dans ce piège. Elle n'avait pas lutté contre la douleur qui l'enserrait. Mais elle s'était avancée pour lui. À partir de ce jour, tout s'est approfondi. Les jeux de Léo devenaient plus audacieux. Il poursuivait les ombres, attrapait des plumes, sautait sur des bûches, mais revenait toujours à son côté. Il commençait à vocaliser doucement, murmurant des sons destinés uniquement à elle. Solène a commencé à le toiletter. Au début, c'était prudent, juste un coup de langue entre ses oreilles, un passage de sa langue,
comme si elle testait un instinct qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. Mais bientôt, cela devint une partie 2. Chaque sieste, chaque repos, chaque pause dans la journée se terminait avec lui blotti sous sa mâchoire et sa langue lissant la crête de son dos. Il ne ressemblait plus à 2 animaux rescapés en rétablissement. Il ressemblait à un lien, réel, ancré, tacite, un cœur sauvage brisé et un petit orphelin se choisissant mutuellement quand aucun d'eux n'avait plus rien à donner. La neige tombait cette semaine-là, douce et lente, saupoudrant les bords de l'enclos extérieur de blanc. La température chutait, mais ni Solène ni Léo ne semblaient le remarquer. Ils avaient trouvé quelque chose de plus chaud que le froid ne pouvait atteindre. Chaque matin commençait désormais de la même manière. Léo se réveillait en premier, s'étirant, clignant des yeux dans l'air givré. Il se tournait pour la trouver, toujours proche, toujours face à lui. Il grimpait sur ses pattes et posait sa tête sous son menton, et elle restait complètement immobile, le laissant s'installer. Le personnel a commencé à prolonger leur session partagée. 10 minutes devenaient 20, puis 1 heure, puis plus longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait des après-midi entiers où Solène et Léo étaient ensemble, supervisés, surveillés, mais libres d'exister dans l'espace l'un de l'autre sans barrière. Peu importait ce qu'ils faisaient, qu'ils jouent, dorment ou restent simplement immobiles. C'était la manière dont ils le faisaient. Léo se déplaçait différemment dans le monde lorsque Solène était près. Il marchait avec un but, avec une confiance silencieuse qui n'avait jamais été là auparavant. Quand il sursautait, il courait vers elle, pas loin d'elle. Quand il était fatigué, il ne cherchait pas un abri. Il la cherchait, elle. Solène, autrefois un fantôme dans son propre corps, était redevenue ancrée. Elle se toilettait maintenant, mangeait régulièrement, interagissait avec le personnel sans panique. La boiterie permanente de sa patte avant ne semblait plus être une blessure. C'était juste une partie d'elle. Quelque chose de guéri, quelque chose de surmonté. Le lien entre eux n'avait pas besoin d'interprétation. Il était visible dans chaque souffle, chaque clignement partagé. Un après-midi, alors que Léo dormait dans la courbe de son corps, un technicien est entré discrètement dans l'enclos pour ajuster un panneau chauffant. Le bruit était léger, mais Léo s'est agité. Sa tête s'est relevée. Solène s'est levée immédiatement, pas agressive, juste alerte, son corps bloquant la vue de la porte. Ses épaules se sont déplacées, ses oreilles inclinées en arrière, ses yeux fixés sur la silhouette près du mur. Le technicien s'est arrêté, puis a reculé lentement, les mains levées. Dehors, ils ont murmuré « Elle est à lui ». Le soir, Solène a commencé à jouer. Pas comme Léo, il n'y avait pas de culbute ni de poursuite, mais elle s'allongeait sur le côté, donnant des coups légers sur un morceau d'écorce de pin, le poussant vers lui. Un moment partagé, une invitation. Léo répondait toujours, toujours enthousiaste, toujours en la regardant avec cette admiration émerveillée que seuls les très jeunes portent. Il avait comblé le vide en elle, non pas avec du bruit ou du besoin, mais avec du sens. Et elle était devenue son monde. 2 créatures sauvages de continents différents, d'espèces différentes, de blessures différentes. Mais la douleur reconnaît la douleur. Et l'amour, lorsqu'il arrive discrètement, sans exigence ni explication, peut s'enraciner dans les endroits les plus profonds. Même dans le froid, même dans des cages, même là où personne ne s'attend à ce qu'ils grandissent. Ensemble, ils ne guérissaient pas. Ils avaient déjà commencé à guérir. C'était censé être une inspection de routine. Des fonctionnaires du Conseil régional de la faune sont arrivés sans prévenir, bloc-notes en main, regard perçant, voix polie mais distante. Protocole standard, revue des installations, vérification des documents, rapport sur l'état des animaux. Le personnel n'était pas inquiet jusqu'à ce que les questions commencent. Pourquoi une lynx et un petit léopard sont-ils hébergés ensemble? Y a-t-il une évaluation comportementale écrite autorisant cette interaction? Êtes-vous conscient que cela pourrait être considéré comme une violation des réglementations sur le confinement interespèces? La pièce est devenue silencieuse. Le personnel a essayé d'expliquer que Léo n'avait pas de mère, qu'aucun sanctuaire n'avait accepté de le prendre, que la récupération de Solène n'avait commencé qu'à son arrivée. Que c'était plus que médical. C'était émotionnel. C'était nécessaire. Mais les fonctionnaires ne traitaient pas les sentiments. Ils traitaient les règles. La présence de Léo dans la région était déjà une zone grise. C'était une espèce non indigène, introduite illégalement, maintenue temporairement sous des clauses d'exemption d'urgence. Sa cohabitation avec un prédateur indigène, même sous supervision, soulevait des drapeaux rouges. Nous devrons examiner cela, a dit l'un d'eux. Vous devrez peut-être les séparer jusqu'à ce qu'une décision soit prise. L'équipe a acquiescé poliment. Ils n'avaient pas le choix. Cette nuit-là, Solène et Léo furent ramenés dans des enclos séparés. Léo ne comprenait pas. Il criait. Des sons courts, aigus, pas de douleur, mais de confusion. Il courait vers la séparation, pressant ses pattes contre la couture,
la cherchant. Lorsqu'il ne pouvait pas l'atteindre, il s'allongeait près de la grille, les yeux écarquillés, le corps tendu. Solène ne mangeait pas. Elle arpentait, pas violemment, pas comme lorsqu'elle était arrivée. C'était plus calme, plus hanté. Elle s'arrêtait, fixait la grille vide, puis recommençait à tourner. Le personnel observait, impuissant. Pendant des semaines, ils avaient vu la vie grandir entre ces deux animaux. Réelle, indéniable. Et maintenant, séparés par des lignes sur du papier, cette lumière commençait à vaciller. Ils ont déposé un recours, contacté chaque contact qu'ils avaient, des groupes de conservation, des alliances de sauvetage, même des partenaires d'entreprise. L'un de ces appels a atteint un programme de défense de la faune financé en partie par une marque française de vêtements de plein air, un soutien de longue date des projets de réhabilitation dans le sud-ouest. La réponse fut rapide. Un financement fut obtenu pour accélérer le transfert de Léo vers un sanctuaire agréé pour grands félins dans le Massif central, spécialisé dans les espèces exotiques sauvées du marché noir. Il aurait de l'espace, des soins et la sécurité, mais il n'aurait pas Solène. La nouvelle fut lourde. Le personnel marchait plus lentement ce jour-là. Les bénévoles restaient plus longtemps aux fenêtres. La nuit avant son transfert, Léo fut placé près de l'enclos de Solène d'une dernière fois. Pas de barrière. Pas de personnel dans la pièce. Juste eux. Il courut vers elle. Elle baissa la tête immédiatement, et il se pressa contre sa poitrine, enfouissant son visage dans sa fourrure. Elle s'enroula autour de lui, sa langue passant doucement sur le sommet de sa tête, puis le long de sa colonne vertébrale. Ils restèrent ainsi pendant 1 heure. Pas de bruit, pas de mouvement, juste le son discret d'un battement de cœur sauvage contre un autre. Le matin viendrait bientôt, et avec lui l'adieu. La caisse de transport reposait silencieusement sur le sol en béton, doublée de serviettes douces et chauffée par des coussins chauffants. Léo ne comprenait pas ce que cela signifiait. Il était curieux, bien sûr. Il reniflait les coins, tournait lentement en cercle. Mais il n'avait pas peur. Pas encore. Il levait les yeux vers les bénévoles avec les mêmes yeux confiants qu'il avait toujours eus, s'attendant à ce que Solène apparaisse derrière eux à tout moment. Elle n'était pas là. Pas encore. L'équipe avait débattu de les laisser se voir une dernière fois avant le départ. Certains disaient que cela ne ferait que rendre la séparation plus difficile. D'autres savaient que cela n'avait pas d'importance. Difficile ou non, c'était nécessaire. La caisse de transport reposait silencieusement sur le sol en béton, doublée de serviettes douces et chauffée par des coussins chauffants. Léo ne comprenait pas ce que cela signifiait. Il était curieux, bien sûr. Il reniflait les coins, tournait lentement en cercle. Mais il n'avait pas peur. Pas encore. Il levait les yeux vers les bénévoles avec les mêmes yeux confiants qu'il avait toujours eus, s'attendant à ce que Solène apparaisse derrière eux à tout moment. Elle n'était pas là. Pas encore. L'équipe avait débattu de les laisser se voir une dernière fois avant le départ. Certains disaient que cela ne ferait que rendre la séparation plus difficile. D'autres savaient que cela n'avait pas d'importance. Difficile ou non, c'était nécessaire. Solène n'avait pas bougé de la grille depuis l'aube. Elle avait senti le changement dans le rythme de la journée, les sons, le ton des voix. Elle arpentait la clôture, pas frénétique, mais concentrée, le cherchant. Lorsqu'ils ont ouvert la grille et ramené Léo à elle une dernière fois, elle n'a pas couru vers lui. Elle est restée immobile, attendue. Il l'a vue et a immédiatement couru dans l'espace entre eux, gazouillant doucement, frottant son flanc contre sa patte, puis blottissant son museau dans la fourrure douce de sa poitrine. Solène s'est abaissée lentement, enroulant son corps autour de lui en un demi-cercle. Son menton reposait sur son dos, ses yeux fermés. Personne ne parlait. La pièce était silencieuse, sauf pour leur respiration. 5 minutes. 10, 15. Le vétérinaire s'est avancé en premier, murmurant le nom de Léo comme une excuse. Le petit a levé les yeux, a cligné, puis s'est retourné vers Solène comme pour demander la permission. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas lutté, mais elle l'a tenu plus fort, juste un instant de plus, puis l'a relâché. Léo fut doucement soulevé dans la caisse. Il n'a pas crié. Il l'a simplement regardé à travers les fentes, les yeux grands ouverts et immobiles. Solène s'est avancée, pressant son museau contre le bord de la caisse. Une pause, un souffle. Puis il était parti. Le van s'est éloigné en silence, les pneus crissant sur le gravier couvert de givre. Solène est restée à la grille pendant des heures après, longtemps après que le véhicule eut disparu au bout du chemin. Elle n'arpentait pas. Elle ne criait pas. Elle regardait simplement. Et quand la nuit est venue, elle s'est enfin détournée. Il y avait quelque chose dans sa posture maintenant, quelque chose de plus lourd, oui, mais pas vide, pas comme avant. Elle n'avait pas été abandonnée cette fois. Elle avait été choisie, nécessaire, aimée. Et bien que son corps portait encore les cicatrices des dents de métal et d'un long silence, ses yeux ne regardaient plus à travers le monde.
Il regardait en lui point bientôt, elle serait prête. La nature sauvage de l'Occitanie l'accueillerait à nouveau, mais elle ne reviendrait pas la même. Chaque histoire ici, chez Espoir et Fourrure, nous rappelle l'incroyable pouvoir de la compassion et combien il est crucial de soutenir les animaux dans le besoin. Solène n'était pas destinée à être une mère. Léo n'était pas censé survivre. Mais contre toute attente, dans un lieu conçu pour guérir les corps brisés, 2 cœurs brisés se sont trouvés à la place. Ce qu'ils se sont donné l'un à l'autre n'était pas seulement du réconfort. C'était un sauvetage. Un sauvetage profond, au niveau de l'âme. Le genre qu'aucun médicament, aucune clôture, aucun protocole ne peut créer. Dans les plus petits cris de Léo, Solène a trouvé la volonté de vivre. Dans sa force silencieuse, il a trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais connu, la sécurité. Leur temps ensemble fut bref, mais il comptait. Car la guérison ne ressemble pas toujours à une libération. Parfois, elle ressemble à un moment, un lien, une promesse, silencieusement tenue. Solène est maintenant de retour dans la nature, relâchée dans une région protégée du nord de l'Occitanie, où la terre s'étend largement et le ciel offre de la place pour tout. Elle boite légèrement, mais elle se déplace avec un but. Léo vit dans les collines du Massif central, dans un sanctuaire qui protège des animaux comme lui, victimes de cruauté, survivants de la cupidité, et maintenant, enfin, juste des animaux. Parfois, il se recroqueville encore sur lui-même lorsqu'il dort. Parfois, il gazouille encore dans le silence, mais il est en sécurité et il est aimé. Le parcours de ces animaux, du sauvetage à la réhabilitation, montre à quel point les groupes de secours à but non lucratif sont essentiels. Prendre soin des animaux sauvés, c'est plus que de l'amour. C'est une responsabilité, le bien-être animal et la conservation de la faune. Lorsque vous regardez et partagez ces histoires, vous aidez plus d'animaux sauvés à trouver l'amour, les soins et les foyers qu'ils méritent. Rejoignez-nous chez Espoir et Fourrure, où chaque histoire devient une voix et chaque voix devient un espoir.